Oui, donc je voulais aborder ce dernier sujet qui était la notion de stock exchange market, c'est-à-dire quand on investit en bourse. Donc on le voit, un groupe de Golden Boys aura une certaine expertise sur les systèmes, sur le devenir du prix des actions. Les analyses qu'on fait, souvent, ont une logique a posteriori. C'est-à-dire qu'on va prendre l'état d'un marché dans lequel on est très surpris. Mon Dieu, il est arrivé ça. Si on avait pu le prévoir, on l'aurait anticipé. Mais souvent, l'anticipation, j'ai dit, il y a une chance sur deux qu'on anticipe correctement, l'anticipation est mauvaise. Et donc, on se retrouve dans un état du marché donné. Alors, la première chose qu'on fait quand on étudie l'état d'un marché donné, c'est qu'on essaye de lui trouver une logique a posteriori. Mais trouver une logique a posteriori, c'est-à-dire qu'on développe un langage pour expliquer une réalité a posteriori. Mais si ce langage était correct pour le développer a posteriori, on pourrait extrapoler ce qui va arriver dans l'avenir. Or, on voit très bien qu'on n'y arrive pas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on trouve une logique à ce qui s'est passé a posteriori qu'on va nécessairement trouver une logique à ce qui s'est passé dans l'avenir. Quelquefois, sûrement pas dans l'analyse, dans l'analytique, dans l'analytique financière, mais quand on rentre dans la logique du cahier des commandes, dans un certain laps de temps à venir, on peut prévoir qu'une action va monter. Et encore, c'est limité, parce que si un autre groupe d'acheteurs ne se base pas sur les mêmes données que vous, a une autre expertise de l'entreprise, par exemple, il sait que Lockheed fait des conneries dans ses moteurs et que ça risque de faire écraser des avions et baisser l'action, s'il a cette information, un délit d'initié, s'il a cette information avant, ou qui fait partie du groupe d'ingénieurs travaillant dessus, qui commence à avoir une certaine crainte sur la façon dont les moteurs sont faits, pour être moins chers, on commence à les faire un peu plus dangereux, eh bien, il peut très bien, ce groupe de gens qui a cette connaissance particulière, peut très bien faire chuter la valeur de l'action de façon anticipée, et le groupe de gens qui auront une approche sur le cahier des commandes, par exemple de Lockheed, qui fabrique des pièces pour les avions, va avoir une autre estimation de cette entreprise. Ça n'empêchera pas que s'il y a un crash d'avion, l'action va chuter dramatiquement. Les Rothschild vont acheter quand elle aura chuté parce qu'ils estimeront que c'est quand même une entreprise qui a un devenir, agira sur les peurs et récupérera beaucoup d'argent. Et ce n'est pas forcément un complot. Ils n'auront pas forcément utilisé leur influence et leur pouvoir pour faire trafiquer le moteur d'un avion. Mais ils auront quand même, vu leur philosophie, fait beaucoup d'argent dans le processus. Bon. On voit que ce n'est pas forcément une action volontaire. On peut suspecter, évidemment, si on regarde les résultats à la bourse, et qui s'est enrichi ou non, et c'est arrivé dans le passé, cette fameuse histoire de crash d'avion, qui est anticipée par la bourse, avant que l'avion s'écrase. C'est-à-dire des quelques compagnies aériennes, d'accord, qui étaient à risque, curieusement, on se retrouve avec une anticipation des marchés financiers qui presque prévoit l'accident d'avion. Alors, c'est remarquable, il prévoit l'avenir. Mais ça, c'est un individu, d'accord, qui est dépassé dans son langage et qui dit, avec son propre langage limité, propre connaissance limitée, qui dit c'est impossible, ils ont prévu le crash d'avion, il y a quelque chose qui est secret là-dessous, et je vais aller le retrouver, et je vais aller le dénicher dans le passé. Et il va à lui-même construire tout un langage et une logique pour aller dénicher un crime qui n'existe pas. Donc attention à ce danger. Ne développez pas des langages pour aller dénicher des crimes qui n'existent pas. Ils peuvent très bien exister, dans lequel cas il faut l'étayer de preuves
le construire, faire des probabilités dessus, et en arriver à la certitude. Avoir un doute, c'est-à-dire une suspicion, est très honorable, surtout au niveau de l'Internet. On peut en avoir plein, et on peut dénicher plein de gens qui sont mal intentionnés. C'est mieux qu'une police, parce que c'est beaucoup plus puissant qu'une police. Et ça a une expertise beaucoup plus large qu'une police. Mais il ne faut pas non plus accuser à gogo. Il faut être prudent dans ces accusations, construit. Et je crois aussi que c'est une évolution des chercheurs de vérité dans les dernières années. Ce qui était des suspicions qu'ils mettaient un peu trop en avant, et donc on les aura accusés de théorie du complot, ils auraient dû s'exprimer en termes de suspicion et d'enquête. On ne les aurait jamais accusés de théorie du complot. Ils se seraient passés plus, ils se seraient mis plus en position de journalisme. C'est-à-dire, au lieu de s'appeler des chercheurs de vérité, ils auraient pu s'appeler des journalistes. Un journaliste aussi est un chercheur de vérité. Ou des avocats. D'accord, il y a l'avocat qui défend quelqu'un et puis l'avocat qui l'accuse, partie civile et puis l'avocat de la défense. Les avocats sont des chercheurs de vérité. Et même au niveau de leurs clients, ils recherchent la vérité. Et ensuite, ils exposent leur travail. Donc on voit qu'il y a des métiers qui ont des approches qu'on va appeler connexes, des approches un peu similaires aux chercheurs de vérité. Beaucoup de gens sont des chercheurs de vérité. Il y a des gens qui font des recherches de vérité en théologie et qui, en toute bonne foi, sont tellement admiratifs, par exemple, devant le travail extraordinaire ou le message extraordinaire du Christ. Il les mystifie encore plus. Ils voient Dieu à l'intérieur. Dans leur recherche, dans leur approche, ils vont trop loin. Un peu comme les chercheurs de vérité qui auraient pu s'appeler au départ des journalistes. Vous voyez, ils sont allés légèrement trop loin. Ils sont rentrés dans un mystique. Au lieu de rentrer dans de l'archéologie historique et considérer la valeur extraordinaire qu'on peut appeler prophétique, parce qu'elle est avant tout le monde. On pourrait appeler Léonard de Vinci un petit peu un prophète. Quand il étudie les chevelures et les flux des liquides, et qu'il en fait des descriptions pareilles, on voit bien qu'on rejoint aujourd'hui la théorie des fluides, et qu'il a anticipé par son esprit, par la brillance de son esprit, il a anticipé des travaux qui se sont faits mais très postérieurement. On peut très bien supposer comprendre cette définition pour un prophète. Un prophète est quelqu'un qui va avoir dans son regard une perception, une analyse ou une introspection qui est dans le devenir, dont le reste de l'humanité ne tirera profit et ne prendra conscience que beaucoup plus tard. On peut très bien dire, voilà, Léonard de Vinci, le Christ, plus le Christ que Léonard de Vinci, je préfère. Mais c'est très beau aussi, Léonard de Vinci. Oui, elle a son beauté. C'est un autre... il faudrait quelques autres vidéos. Et on peut utiliser cette notion pour prophète. Donc, quand il y a tous ces votes, pour revenir à mon discours sur les marchés financiers, quand on a tous ces votes sur un marché, on se rend compte qu'on a un vote d'experts, et que la valeur de l'action, c'est la valeur du marché. La vérité de l'action, c'est la vérité du marché. La vérité de la décision du peuple est très proche où est la vérité. La vérité, elle ne réside qu'en l'homme. Ne la voyez pas dans le réel. Si vous la voyez dans le réel, alors on peut dire comme le poids du bœuf. Si vous estimez que la mesure du poids du bœuf est le réel, d'accord, alors nous dirons qu'un groupe a une finesse de décision politique plus grande qu'une élite.
si elle est bien informée, et si ce groupe communique très bien, comme aujourd'hui ça devient le cas avec l'Internet, et si ce groupe continue à se structurer et avoir une connaissance fine de tout ce qui est politique et économique, d'accord, au plus ce groupe est éduqué, et au plus il est vaste, et il est concerné par le problème, au plus sa décision s'approche de la meilleure décision possible. Où est la meilleure décision possible? De nouveau, on est dans réel, ou est-ce que ce sont des considérations humaines? Le poids, la mesure du poids, est-ce que c'est... oui, on peut le considérer comme le réel si on veut dans ce cas-là. On peut philosopher et rentrer dans des notions sur ce qu'est le réel et ce qu'est l'approche, la capacité de l'esprit humain à approcher le réel, dans quel contexte. Mais ce sont à nouveau des langages qui sont limités. On peut rentrer dans la notion de poids, on peut rentrer dans ces notions-là, on va développer d'autres langages. N'oubliez pas de ma vidéo précédente, chaque langage apporte une approximation, comme pour la bourse. Si on regarde le cahier des commandes, on peut peut-être prédire un petit peu. Mais le langage est limité parce qu'il y a d'autres aspects, d'autres dimensions. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans le problème de la dimensionnalité parce qu'on pourrait me prendre sur mes mots. Le problème de la dimensionnalité, alors lui, mériterait d'autres vidéos, donc je préfère pas utiliser ce mot pour l'instant. On peut utiliser les analyses multidimensionnelles, ce que font aussi les analystes financiers, et l'esprit humain est fabriqué pour gérer beaucoup plus de dimensions que prévu. On est dans un autre système d'intelligence. L'intelligence neuronale peut être utilisée comme ça. Mais ce système d'intelligence, on peut aussi voir en mathématiques qu'il est inférieur par exemple, en base de données, un cube multidimensionnel n'est qu'un modèle structural d'une base de données relationnelle. Donc on voit qu'une perspective multidimensionnelle, mais je ferai d'autres vidéos sur cet aspect. Dans le groupe, on voit qu'un certain nombre d'éclairages différents, de perspectives différentes sur une entreprise comme celle qui fabrique des moteurs d'avion, d'accord. Le groupe qui a plus de focus sur l'aspect technologique et les risques encourus de façon technologique, le groupe qui va avoir une approche beaucoup plus sur le cahier des commandes, etc. Et chaque groupe ne connaît pas forcément les autres éclairages, dimensions. Ou s'il en connaît une partie, il aura du mal à connaître, par exemple, le nombre de retraités qui vont investir dans son entreprise, basé sur quelle quantité, par exemple, combien ils vont utiliser l'analyse des courbes qui ne fonctionne pas, donc combien vont fausser, on pourrait dire, fausser le niveau de l'action. Et à nouveau, n'oublions pas, si la fausse, il s'éloigne peut-être d'une réalité qu'aurait pu avoir le prix de l'action, ou de la valeur qui, en termes comptables, on appelle la valeur réelle de l'entreprise. On peut faire la différence entre son endettement et sa valeur, même en rajoutant la valeur du personnel et sa valeur. D'accord. Une entreprise a un certain nombre de personnel qui constitue une valeur, je l'avais repris dans une de mes vidéos, la valeur de la ressource humaine, plus sa valeur en termes de bâtiment, de combien elle pourrait se revendre si on la revendait, si on la revendait en petits morceaux séparés, d'accord, pas si on la revendait, si on faisait une OPA. On rajoute ça, puis on regarde son endettement, on a une valeur, d'accord, puis si on la divise par action, on a ce qu'on peut estimer être une valeur de l'action, et qui n'a rien à voir avec les valeurs dont j'ai parlé sur le système financier. Donc à nouveau, quelle est la valeur réelle? Est-ce que c'est cette valeur-là? Ou est-ce qu'il faut y considérer les risques? Est-ce qu'il faut utiliser d'autres... Donc, l'ensemble, on peut avoir des retraités qui vont partir de cette notion de valeur réelle et qui vont regarder si l'écart de l'action par rapport à cette valeur réelle est inférieur ou supérieur, et se dire, je vais miser sur le prix de sa valeur réelle, et on verra, en moyenne, elle a une tendance à rejoindre sa valeur réelle.
parce qu'en moyenne, il n'y a pas toujours des accidents d'avion. Mais il s'avère que ce pronostic-là, c'est aussi une chance sur deux. Une fois sur deux, ils se trompent. Eux-mêmes, dans ce genre de pronostic-là sur la bourse. Donc même cette approche n'est pas la bonne approche. On n'est pas dans les petits pois. Les marchés financiers sont difficiles à prédire. On peut essayer d'avoir des systèmes experts dessus, etc., de l'historique, une connaissance des investisseurs et des entreprises. D'accord. Donc si on rejoint les deux, investisseurs et entreprises, l'offre et la demande, si on a une connaissance de la demande et de l'offre, naturellement, on peut estimer le prix de l'action. Mais souvent, on regarde beaucoup l'offre et on regarde moins la demande. D'ailleurs, il y a une notion, quand on utilise les systèmes de booking, où on peut cacher ses propres intentions en termes d'investissement. Si on a l'intention d'acheter une très grosse entreprise, on ne va pas forcément le dire, parce que si on le dit, l'action va monter. Tout le monde va faire monter l'action en se disant il veut la racheter à tout prix. Donc s'il veut la racheter à tout prix, il n'a qu'à la racheter très cher, après tout. Donc on le voit, c'est un jeu complexe. Mais à partir du moment où on a une connaissance de l'offre et de la demande, y compris des intentions de la demande, c'est ce que je viens de vous expliquer, on pourrait prédire les prix du marché. Mais allez donc prédire les intentions d'un financier qui a l'intention de racheter une entreprise à tout prix parce qu'elle va créer une synergie avec la sienne, synergie qui lui sera beaucoup plus, dont il tirera beaucoup plus de bénéfices que s'il avait une seule entreprise. Ou il va utiliser un monopole du marché dans lequel il sera libre d'établir le prix. Il est lui-même expert dans son métier, son domaine, dans son entreprise. Il est donc difficile à un groupe qui ne le connaît pas, qui ne sait pas ce qu'il veut faire, etc. C'est là où on rentre dans le délit d'initié aussi. Ces grosses banques comme la banque Rothschild ont la capacité d'acheter de telles quantités d'une action qu'elles les font monter ou elles les font baisser à la demande. Un simple délit d'initié dans un groupe comme le groupe Bilderberg, c'est-à-dire la connaissance d'un certain secteur intimement, ou la volonté de faire monter ou descendre une action, ou la volonté de créer ou non un réseau de gazéoducs, que ce soit en passant par l'Extrême-Orient, et c'est un petit peu celui qu'on a démantelé en allant faire la guerre là-bas, on a évité que ces projets se fassent. La guerre qui est en Libye aujourd'hui, et qu'on est allé faire sous prétexte que le peuple voulait se révolter, un des grands projets qui était en cours, c'était de créer une base énergétique. En allant faire la guerre dans ce pays, des gazéoducs, etc. En allant faire la guerre dans ce pays, on a évité que ce projet se fasse. On ne peut pas accuser la Russie d'avoir essayé d'éliminer un ennemi économique potentiel. Vous voyez, elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle est allée défendre cet ennemi potentiel. Donc une valeur morale que personnellement je trouve chez Poutine et que je ne retrouve pas en Occident. Ça n'a pas empêché la France d'envoyer son porte-avions pour aller bombarder Alep. Alors après, ensuite, c'est rajouté à ça les réactions des pays d'Extrême-Orient qui sont allés utiliser l'islam, ou on peut considérer qu'ils sont allés utiliser l'islam parce qu'ils ont considéré que c'était une guerre morale contre leur religion. Ils sont rentrés dans le langage de leur religion. Ils ont estimé que l'action qui avait été faite contre eux, qui était purement cupide et amorale, ils l'ont ressenti au travers de la langue qui touche le plus leur cœur, c'est-à-dire du langage de l'islam. Évidemment, quand on touche au spirituel et quand on touche au langage le plus intime des gens, qui est le langage de leur spirituel, ils sont prêts à donner leur vie. Il y a une grande noblesse chez l'homme. Vous pouvez le voir comme une horreur quand vous le regardez depuis l'Occident, quand vous l'interprète, mais quelqu'un qui va mourir pour sa foi,
pour le langage de sa spiritualité, il fait preuve d'une grande noblesse parce qu'il accepte sa mortalité et il se bat quelque part pour le devenir de l'humanité. Donc aussi, il faut quand on essaie de mesurer le tout, avec toute l'humilité de savoir qu'on ne peut pas prédire. On ne pouvait pas prévoir que les hommes politiques allaient prendre ces décisions à ce moment-là, et même les chercheurs de vérité ne pouvaient pas prévoir que ça allait tomber sur le coin de la gueule des Libyens. Malheureusement, c'est plus que leur tomber sur le coin de la gueule, ça leur a explosé dessus. Ça continue de leur exploser dessus. Bon, en espérant que ces outils qui portent sont des outils sur l'intelligence, vous aideront dans votre démarche de recherche de la vérité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.